Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Il me reste encore quelques heures, quelques jours pour vous souhaiter une très bonne année 2017 à vous, à votre famille. Et vous remercier également de votre fidélité pour cette émission littéraire que KTO, le Jour du Seigneur et la Procure vous proposent chaque mois. La Procure, nous sommes ici installés en ces locaux, au cœur de Paris. Les équipes ont dégagé les étals de livres pour installer ces caméras et ce studio. Et nous passons, comme chaque année, c'est une véritable joie de préparer cette émission, toujours une très bonne soirée. En l'occurrence, ce soir, je pense que le sujet va vous passionner parce qu'il aborde une question centrale de la campagne électorale en cours, mais également du débat intellectuel en cours, puisque nous allons approcher la question de l'identité française. On ne va pas résoudre évidemment ce sujet en 1h30, mais j'aimerais bien qu'on puisse y réfléchir et pourquoi pas méditer à travers les 3 livres dont nous allons parler, surtout les 3 auteurs que nous avons sur le plateau. Pierre Hadrian, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le plus jeune Benjamin de la soirée, vous avez 25 ans et vous êtes déjà connu un peu comme écrivain. Vous êtes journaliste par ailleurs, mais vous publiez aux Équateurs, en littérature, votre 2e roman, Les âmes simples. Vous aviez publié l'année dernière sur la piste de Pasolini, un livre qui a rencontré un grand succès puisqu'il était couronné par le prix des 2 Magots, par le prix François Mauriac de l'Académie française. Bon, très bon début. Et là, ce n'est plus le héros Pasolini que vous poursuivez, mais plutôt un anti-héros au cœur d'une vallée pyrénéenne, un prêtre, curé de paroisse, mais qui est un peu moine, qui reçoit des gens, qui vit la vie des gens les plus simples. Et vous racontez ça avec beaucoup de talent. C'est un peu l'histoire de la France profonde, d'un homme à la fois ordinaire et discret, mais qui est un peu un véritable pivot pour tous ces gens. Et c'est une véritable tranche d'humanité. Et en même temps, on parle de Dieu parce que c'est un homme de Dieu. Erwan Le Moradec, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau. On vous connaît sous le pseudonyme de Cause. Vous avez sur Twitter, enfin, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'abonnés, 18 000 sur le compte Twitter. Vous êtes avocat de métier et vous venez pour un 2e livre, publié également au CERF, avec un titre choc, Identitaire, le mauvais génie du christianisme, avec une église en couleur bleu, blanc, rouge. Et au fond, vous dénoncez, parce que c'est quand même un livre assez mordant, la prise de position d'un certain nombre de catholiques sur les questions d'identité en tant que catholique, où on associerait en quelque sorte la France et son essence catholique. On pourra en discuter tout à l'heure. Mais cette démarche vous inquiète parce que c'est une dérive politique et vous argumentez sur ce sujet avec force. Ce n'est pas un livre neutre, c'est un livre qui fait débat et qui va faire débat. Bertrand Vergely, bonsoir. Bonsoir. Vous également, vous étiez déjà venu sur ce plateau. Vous êtes philosophe, professeur en classe préparatoire. Et là, vous arrivez avec un livre assez original, surtout par les temps qui courent, Traité de résistance pour le monde qui vient. Donc, c'est Le Passeur éditeur. Traité de résistance pour le monde qui vient, où vous faites un parallèle entre l'expérience des jeunes veilleurs qui s'étaient mis debout pour lutter contre certaines lois, la loi sur le mariage homosexuel, mais de façon non violente, cultivée. Et vous réfléchissez sur cette expérience et vous nous conduisez sur les pas de Václav Havel, l'ancien président tchèque, mais qui est aussi un immense poète, un grand intellectuel. Et à travers lui, ces 2 expériences, vous déclinez ce que vous appelez aujourd'hui ce post-totalitarisme, où nous serions dans une société quasiment communiste, égalitaire, et en même temps ultra fondée sur la consommation. Et donc, vous en philosophe, en veilleur, en quelque sorte, vous dites attention, attention où allons-nous ? Nous devons veiller à une société où l'homme a toute sa place. Et c'est là où ce soir, effectivement, les 3 livres trouvent une très très belle unité. L'homme a toute sa place et cet essai et justement apporte, par l'expérience de Havel qu'on avait un peu oublié, une véritable
stimulation intellectuelle sur ce qu'on pourrait appeler l'âme d'une société. Donc 3 livres effectivement très différents, comme souvent, qui se recoupent autour de ce thème de l'identité, soirée qui s'annonce passionnante. Mais comme chaque fois, nous retrouvons l'actualité du libraire qui va nous dresser un petit peu l'actualité de ce mois. Beaucoup de livres sont parus et c'est François Mailloux qui nous le présente. Abondance de biens ne nuit pas, il y a beaucoup de livres passionnants qui paraissent en ce début d'année 2017. Voilà une petite recension. Il y en a 3 qui m'ont paru particulièrement recommandables dans toute cette moisson. Je commence par « Où es-tu » de Jean-François Noël. « Où es-tu » c'est la phrase que Dieu dit à Adam dans le récit de la Genèse, je pense que vous vous en souvenez. Jean-François Noël est prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence et psychanalyste. Et en réalité, c'est une réflexion tout à fait remarquable qu'il mène sur la présence à soi et la présence à Dieu, dans une veine finalement très augustinienne, puisque Dieu est présent à l'intérieur de nous. C'est chez Salvatore, c'est un livre absolument remarquable. Bel écrivain que nous aimons beaucoup à la Procure et qui continue sur sa lancée, Philippe Le Guillou, qui publie chez Salvatore également un livre sur Sainte Thérèse de Lisieux, La Sainte au Sablier. C'est sous-titré Le carnet d'un pèlerin parce que tout simplement, il est allé en pèlerinage dans les endroits que Thérèse a arpenté. Bien sûr, il y a Lisieux, mais il y a aussi Rome. Enfin, vous verrez tout ça. Et c'est un très joli texte avec ce style que nous aimons tant chez Philippe Le Guillou. Et puis moi j'ai un coup de cœur aussi sur un livre que je trouve formidable qui est publié au Cerf de Séverine Arnel-Ibon, Madame fait de la résistance. C'est un livre sur la femme qui aujourd'hui est de toute façon toujours accusée, qu'elle soit femme au foyer, mère qui travaille, elle perd à tous les coups. Eh bien, Séverine Arnel-Ibon fait de la résistance. C'est un magnifique plaidoyer pour la femme. C'est pas du féminisme à 68 arts. C'est pas du tout non plus réactionnaire. C'est délicieux et c'est vraiment très utile. Plus rapidement, quelques ouvrages qui ne sont pas passés inaperçus sur les tables de la Procure. Chez Bayard, Michel Wackenheim, Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une bonne question, c'est essentiel. Il n'y a pas beaucoup de livres sur ce sujet. Vraiment, je vous le conseille vivement. Denis Moreau, remarquable philosophe, Mort, où est ta victoire? Denis Moreau était venu chez nous, à l'Esprit des Lettres, il y a quelques années pour parler des voies du salut. Eh bien en fait, c'est les voies du salut revisitées de manière plus simple pour que tout le monde puisse profiter de la réflexion extraordinaire de cet auteur. C'est chez Bayard. Et puis, en clin d'œil à Erwan Le Moredec qui est sur ce plateau, les livres qui parlent de ce pape François qui embête un certain nombre de catholiques. Alors, Laurent Dandrieux, en premier lieu, Église et immigration, le grand malaise aux presses de la Renaissance, qui n'arrête pas de débattre avec Erwan Le Moredec ces temps-ci. François dans la tempête de Jean-Louis de la Vessière aux éditions Salvatore. François de la tempête, donc Jean-Louis de la Vessière est vraiment un grand vaticaniste. Et puis Virginie Riva, qui publie aux éditions de l'Atelier un petit essai au titre qui dit beaucoup de choses, Ce pape qui dérange. Merci François pour ce tour d'horizon, effectivement très fourni en ce début d'année. Pierre Adrian, donc Des âmes simples aux éditions Équateur Littérature, un deuxième roman. Alors on a vraiment d'abord envie de vous demander, si jeune, puisque vous avez 25 ans, comment vous êtes lancé dans ce travail d'écriture? Parce que ce n'est pas banal, à votre âge, d'être déjà aussi avancé en quelque sorte. J'ai toujours eu une attirance pour les lettres, pour la lecture. Donc c'est d'abord en lisant que je me suis lancé un peu dans l'écriture. Et puis il a fallu avoir quelque chose à raconter, il a fallu une histoire. Et ça a été La piste Pasolini, donc un premier livre publié en octobre 2015, où je partais en Italie sur les traces de Pier Paolo Pasolini, donc mort assassiné il y a 40 ans, en 75. Le cinéaste. Le cinéaste, grand poète. Et je me suis mis un peu en quelque sorte sur ses pas. Pour faire un peu un récit, puis essayer de comprendre comment Pasolini un peu pouvait parler notamment aux jeunes aujourd'hui.
Et puis, et très vite après est venue l'idée des âmes simples, après avoir rencontré justement ce curé de campagne au fond de la vallée d'Aspe, et l'envie de raconter son histoire. Et puis avec le même mode de fonctionnement, un côté un peu reportage, un peu me mettre dans l'histoire et expliquer aussi pourquoi l'histoire, pourquoi les gens que je croise peuvent m'intéresser, puis intéresser plus globalement les gens de mon âge en fait aussi. Mais en fait, il n'y a pas d'histoire d'une certaine manière. Non pas qu'il n'y ait pas d'histoire parce que c'est passionnant, mais au fond, c'est un curé presque comme tout le monde qui fait son travail de curé et vous en tirez le meilleur. Mais c'est une vie très simple. D'ailleurs, ça a dû vous inspirer pour ce titre. Ouais. Oui, c'est une vie toute simple et c'est ce que je veux montrer dans ce livre, c'est comment ces gens simples sont. Alors, je me méfie du terme de héros parce que c'est pas non plus des héros, mais en soi, c'est un peu ça. Ce sont des gens exceptionnels par leur quotidien, par le quotidien qu'ils vivent. Alors lui, donc ce frère qui s'appelle Frère Pierre, a cette chose, c'est très particulier. C'est-à-dire que lui est arrivé dans la vallée d'Aspe à 24 ans, donc il y avait aussi ce côté, il avait mon âge quand il est arrivé. Donc, comme prêtre la de vallée d'Aspe, c'est à peu près au centre des Pyrénées, hein, c'est ça? Voilà, c'est un peu plus vers l'ouest, ouais. au sud de Laurent-Sainte-Marie. Et c'est cette vallée très encaissée, assez rude, qui file jusqu'au col du Somport. C'est où on a construit au début du siècle, en 2003, un tunnel du Somport qui verse en Espagne. Et donc, il est curé de cette vallée depuis 1967. Et depuis les années 80, il est moine prémontré. Donc, il a une vie régulière, une vie des heures qu'il vit dans son monastère. Et à la fois, il est le curé de 14 paroisses. Et comment vous l'avez trouvé ou connu? Enfin, c'est quand même assez incroyable comme... Alors, moi, j'ai une grande passion, c'est le cyclisme. Et c'est un lieu où il y a des grands cols à grimper. Et donc, je suis parti avec mon vélo. Et puis, évidemment, quand on veut... on sait qu'on peut toujours dormir dans les monastères. Il y a toujours de la place. Et je l'ai rencontré à ce moment-là. C'était l'été dernier, l'été 2016. Et l'été 2015, pardon. Et voilà, et l'histoire s'est faite. Je me suis senti... Vous faites étape chez lui, en fait? Je fais étape chez lui. Et j'y reste un moment. Il y a toujours une place de toute façon à table, il y a toujours une place pour dormir. Et il a aussi la particularité, ce monastère, d'être sur la route d'Arles, sur la route vers Compostelle. Donc de toute façon, il accueille des pèlerins, souvent, et il vit aussi un peu de ça, de l'accueil des pèlerins. Et c'est comme ça que j'ai mis la main, on va dire, sur ce curé. Et je suis revenu pour le livre, j'y suis retourné au mois de décembre, au moment de Noël. Là, je voulais vraiment vivre le temps de Noël avec lui et comment un curé de campagne, dans cet endroit reculé, vivait la préparation vers Noël, comment les gens vivaient cette préparation vers Noël. Donc vous avez passé combien de temps au total? Au total, ça fait plusieurs semaines, mais pour le livre, en 3 semaines. Mais comment vous avez eu le déclic? Parce qu'il y en a beaucoup des curés comme ça, je crois que tout le monde en connaît, des gens comme ça au fin fond d'une province qui font un travail remarquable. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous dites « Ah, voilà le sujet de mon prochain livre » ? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord évidemment ce que dégageait ce moine, une joie de vivre malgré la vie très seule qu'il mène, une vie de combat, une vie d'accueil. En fait, il accueille dans son petit monastère, donc il est tout seul dans son monastère, il n'y a pas d'autres moines, il est seul, il a réussi à le racheter, il essaie de remettre une vie spirituelle dans ces lieux, et il accueille un peu des blessés de la vie, des gens qui souffrent, des anciens alcooliques, des chômeurs, vous racontez très bien d'ailleurs, ça ponctue les chapitres, parce que c'est à la fois des portraits de la région, des portraits des gens, des vrais gens, on aimerait dire, parce que c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, on rencontre vraiment là une France qu'on n'est pas forcément habitué à voir, en tout cas moi qui suis citadin, qui me n'est pas familière. Et puis pour revenir à votre question sur pourquoi il y avait aussi ces lieux, c'est un lieu qui est, c'est cette phrase de Barès, il y a des lieux où souffle l'esprit, et j'ai trouvé dans ces lieux quelque chose de bouleversant, d'attirant, cette vallée qui est très austère, très rude à la fois, très attirante. Vous savez, j'aime bien avoir cette comparaison avec ces vallées, c'est un peu comme des îles, ces gens-là sont un peu comme des insulaires. Ils vivent un peu, pas reclus, mais en fait, dès qu'ils quittent la vallée, il leur manque tout de suite quelque chose. Il leur manque ces sommets à voir, il leur manque... mais un lieu où, parfois, notamment en hiver, au moment où j'y étais, le soleil passe 3 heures à peine dans la journée et disparaît aussitôt. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée du titre, vraiment? Parce que des âmes simples, qu'est-ce que ça veut dire, des âmes simples? Des âmes simples, c'est le cœur simple d'abord, et puis c'est ces gens qui, pour moi, ont cette espèce sont un, en fait, sont eux entiers.
Et vous savez, c'est notamment dans le journal d'un curé de campagne, Hubert Nanos parle, à un moment il dit soyez simple, mais c'est tellement difficile d'être simple. Et il dit les gens du monde disent les simples, ils parlent des simples avec un sourire un peu indulgent, ils devraient dire des rois. Et je trouve ça très beau et je trouve qu'il y a un peu de ça dans la simplicité qui est aujourd'hui un peu regardée comme la naïveté, comme de la gentillesse, quoi, comme chose un peu benet. Non, en fait, il y a une unité intérieure qui m'a, moi, bouleversé chez ce prêtre, chez les autres gens que j'ai pu rencontrer, quoi. Des gens qui étaient eux, totalement eux, quoi. Est-ce que ce sont des spirituels? Pas tous, non. J'ai pas trouvé. Par la force des choses, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose qui les entoure, mais il y a surtout, je trouve, chez eux une quête, une recherche. Enfin, beaucoup de gens se recherchent, et c'est ce que me dit Pierre. Il me dit, tu sais, moi, j'ai jamais vu, depuis ces dernières années, j'ai jamais vu autant de gens chercher Dieu. Et j'ai jamais vu autant de gens passer chercher Dieu, mais c'est la manière dont ils le cherchent qui est dramatique. Donc c'est les gens qui parlent aux esprits, c'est la drogue, c'est ces choses-là. Et les gens cherchent une transcendance, les gens cherchent quelque chose, mais de manière tellement dispersée. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau, cette espèce de fouillis, de bazar, mais en fin de compte, une attirance vers la lumière, quoi. Est-ce que c'est un portrait de la France profonde? C'est un portrait, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Mais en effet, oui, on est dans une vallée. J'aurais pu aussi aller ailleurs en France. Hein. Je pense que c'est ce que me disait à chaque fois Pierre. Il me disait, tu sais, ce que je te dis là pour la vallée, c'est aussi vrai pour la France rurale entière. Et il me dit, tu sais, moi j'ai 14, 17 paroisses. Je connais un curé dans l'Ain qui en a 40. Donc oui, c'est une France... C'est la France profonde, la France, on aime bien ce mot aujourd'hui, la France un peu périphérique, celle qu'on ne voit pas forcément, mais qui vit, qui est bien là, quoi, qui vit et qui... Mais à votre âge, parce qu'on voit, il a quel âge, le frère Pierre? Il va avoir 74, 75 ans. Ouais. On voit un prêtre, un pasteur d'âme à l'évidence, puis un vieux sage. C'est un peu on vient le consulter, lui demander, bon. Ouais. Et puis vous avez 25 ans, vous avez... Enfin, c'est une rencontre aussi avec lui. Et alors, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que ça a changé en vous? Parce que le livre est très fort, il y a des moments bouleversants. C'est une expérience spirituelle aussi, j'imagine, que vous avez vécue. Bien sûr, ouais. Oui, une vie de silence, une vie. C'est un mode de vie que je recherche en fait. C'est un mode de vie, en tout cas, qui m'attire, qui me fascine. Je veux dire par là que, à la fois qui m'attire, un peu comme l'aimant, qui m'attire et puis c'est-à-dire que je suis profondément citadin, j'aime le monde, j'aime le bruit du monde aussi, et à la fois je sais tout ce à quel point il me contamine, et à la fois cette vie de silence, cette vie de prière, je la trouve très attirante parce que je trouve qu'elle a aujourd'hui c'est ce que j'écris dans le livre, c'est cette vie contemplative qui est aujourd'hui plus que jamais révolutionnaire en fait. C'est aujourd'hui la révolution, c'est le silence, c'est la simplicité, c'est ces choses-là. Donc c'est ça qui m'a attiré. Est-ce que c'est le livre d'une génération? Est-ce que vous êtes un cas particulier ou est-ce que finalement vous êtes au diapason d'une génération qui chercherait Dieu? Je ne veux pas parler au nom d'une génération, au nom d'autres gens, mais je pense pour les gens qui m'entourent ou pour les gens que j'ai l'occasion de rencontrer que oui, aujourd'hui, il y a une certaine jeunesse qui certainement recherche un changement dans la vie, cherche autre chose que les schémas établis, etc. Et puis après, je pense qu'il y a aussi l'âge de 20 ans, de 25 ans, qui est l'âge du désordre, de l'inquiétude, mais qui est aussi de l'espérance, et puis tout ça. Donc ça vient aussi avec l'âge. Mais aussi, en effet, l'époque. L'époque, c'était la première étape, c'était le Pasolini sur la société de consommation qu'on nous propose, l'individualisme, l'appât du gain, et de plus en plus, mais par des voies qui ne sont pas forcément celles de la foi, celles de Dieu, mais je sens autour de moi des réveils, de dire mais non, on ne va pas se laisser avoir, on ne veut plus se laisser avoir. Je crois qu'il y a un peu de ça. Pas se laisser avoir par la société de consommation. Par des mauvais modèles. En fait, ce frère Pierre, c'est un peu un modèle. C'est un peu, puisqu'on aime bien aujourd'hui avoir des modèles, des icônes, c'est un peu ça. Moi, mon icône, c'est ni Madonna, ni Karim Benzema, ça va être plutôt frère Pierre. Je crois que c'est ça, ouais. Vous parlez d'espérance, mais quand même, le livre, il y a des moments noirs, parce que c'est quand même pas toujours très gai. Vous racontez des drames, et c'est pas inventé, puisque vous racontez ce que vous avez vu. Il y a une tonalité, il y a de l'espérance, mais une tonalité dramatique. Et les gens qui vivent là ne vivent pas des choses faciles. Alors pourquoi vous avez pris
Est-ce que c'est un prisme? Est-ce que c'est la réalité? Ou est-ce que vous avez choisi un prisme justement pour faire un récit qui soit poignant également? L'intérêt du livre, c'est parce que c'est des faits bien réels. C'est des faits bien réels, alors qu'évidemment que je mets en littérature, mais qui sont bien réels. Et c'est une réalité qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont touchés par le drame du suicide. C'est une réalité que le divorce. C'est une réalité que l'extrême solitude de ces gens-là. C'est une réalité que la drogue, l'alcool, mais d'ailleurs pas que pour une France rurale, etc. Mais il y a évidemment cette noirceur-là. Et à la fois, il y a dans cette noirceur-là, on trouve un peu de la lumière. J'aime beaucoup cette phrase d'Oscar Wilde qui dit « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains de nous regardent les étoiles ». Il y a un peu de ça, il y a un peu de ce côté, on est un peu tous dans le caniveau, mais à un moment, il y a cette envie de lumière qu'on a envie de voir. Et justement, dans cette vallée qui est très souvent, qui bascule tout souvent dans la pénombre, qui est un peu dans le noir, et bien, il y a toujours ce moment de lumière qu'on a envie de voir, qu'on a envie de regarder, quoi. Mais quelle fragilité, parce que c'est frappant de voir cette espèce de contraste, cet effort surhumain. On voit chacun dans son genre, parce qu'il y a toute une série de personnages qui sont des vrais personnages, qui luttent, qui ont des problèmes. Et puis c'est ce père qui est là, qui leur apporte de l'espérance. Et puis en même temps, c'est ténu, c'est une petite espérance, elle est toute petite. Ouais. Même lui, parfois, il doute. Même lui est dans le doute, évidemment. Mais c'est des histoires, en effet. Il a ce côté, c'est un peu la boussole. Et parfois, et puis les hommes, à la fois les hommes de cette vallée, les hommes qu'il rencontre, s'opposent à lui et à la fois se raccrochent à lui. Et je prends l'exemple de cet homme qu'il appelle en pleine nuit et qui lui dit, frère, vous me reconnaissez? Et qui lui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il fait, vous savez que je ne crois pas, mais je ne vois pas ce soir qui appelait sinon vous à cause de votre foi. Et Pierre part en pleine nuit avec sa voiture pour aller discuter avec lui. Et il le sauve du suicide. Et il le sauve, on ne sait pas s'il le sauve, on ne saura jamais de quoi il l'a sauvé. Mais on ne sait jamais, et il me dira, je ne sais même pas si cet homme a trouvé la foi. Mais il y a eu cette rencontre-là, quoi. Bertrand Vergely, je vous vois réagir à ce récit. C'est une peinture, un tableau de la société que vous scrutez par ailleurs comme philosophe. Non, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est l'atmosphère. C'est le sentiment, quand on lit, d'y être. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est la notion de simplicité. Vous savez que pour Descartes, la simplicité, c'est tout ce qu'il recherchait. Et le philosophe Descartes. Il y a une erreur énorme. La simplicité, c'est ce que vous dites, l'unité intérieure. C'est le fait qu'à un moment, on est simple, c'est pas qu'on est simplet, c'est qu'on a évacué tout ce qui est superflu pour aller à l'essentiel. Et je pense que ces gens ramenés, il y a deux manières d'être ramenés à l'essentiel. Quand on est dans la survie et qu'il faut vraiment se battre pour vivre, ou quand on est dans le plan spirituel et qu'il faut se dépouiller complètement pour pouvoir s'y ouvrir. Et donc j'ai beaucoup aimé ça à cause de cette extraordinaire atmosphère où on sent résonner les mots. Les mots ont de la chair. Erwan Le Moradec, vous réagissez comment à cette fresque? Alors moi, j'ai été touché surtout effectivement par ce moment-là de ce berger qui appelle au milieu de la nuit et le fait qu'effectivement le prêtre lâche tout et il y va et la question ne se pose pas et la question n'est pas de dire j'ai autre chose à faire pour la demi-heure qui vient. Enfin, c'est un commandement. C'est voilà, je prends soin de mon frère et il y va. J'ai été heureux de voir sur la fin Noël. J'attendais la lumière de l'enfant et voilà. Et puis moi j'ai vérifié, comme je suis un internaute invétéré, j'ai vérifié les faits. J'ai vérifié. Vous avez très bien préparé l'émission. Mais non, mais en lisant, je suis allé voir la photo de la gare. J'ai oublié son nom. La gare la gare de Canfranc. Et il raconte aussi l'accident du train qui s'est renversé. Donc je peux témoigner. Mais de quoi ce livre est le portrait, Bertrand Vergely? Est-ce que c'est le portrait d'une France fatiguée, qui croit, mais qui ne sait pas comment? Non, moi je pense que Pierre Hadrian a très bien dit les choses. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent comme ça et qui vivent la dureté,
la solitude, et parfois, au milieu de tout ça, des éclairs de beauté. Mais ce qui est juste, c'est qu'on est très proche du désespoir du monde agricole, des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne peuvent plus s'en tirer et dont certains se suicident. Et ça, je crois que c'est vrai. Et c'est terrible parce qu'on devrait faire quelque chose et on ne fait rien. On regarde disparaître le monde agricole et ces gens qui habitaient le paysage et le faisaient vivre. Les paysans, Michel le Serres pays. dit « Le plus grand événement du XXe siècle, c'est la disparition de l'agriculture ». Et je crois que ce livre témoigne de quelque chose, d'un monde qui est en train de disparaître. Erwan Moredex. Oui, et il y avait quelque chose en même temps que je trouvais intéressant dans le livre, et à propos de ça aussi, c'est effectivement notre attachement un peu à tous à cette idée au moins agricole, et le fait qu'il y a un couple qui revient à l'agriculture, qui on pourrait se dire qu'effectivement il a quitté ce monde difficile, et la personne en question qui était dans la banque le dit, elle gagnait sa vie, un bureau, après tout elle avait perdu de vue cet environnement un peu triste, un peu rude, et pourtant, et ça n'est pas non plus par naïveté, c'est pas un citadin qui ne connaît rien de l'agriculture et qui s'est dit ça doit être formidable comme vie puisqu'il vient d'un milieu agricole, mais il y retourne parce que c'est un besoin, c'est une Pierre-Adrien, nécessité. c'est cette France-là que vous avez voulu dépeindre ou... Oui, bien sûr, non, c'est très juste. Et puis, quand vous parliez du désastre de l'agriculture, on ne parle pas seulement d'un métier, on parle vraiment aussi d'une culture. Paysanne. On parle de paysage, d'une culture des mains, un langage. Et ça passe évidemment avec le métier, ça passe avec l'arrivée de la télévision dans les foyers, évidemment. C'est ce que je raconte. Oui, vous l'insistez promener beaucoup dans là-dessus. promener ces petits villages le soir, toutes les télés sont allumées. Et c'est notre culture qui se perd aussi, quoi. La question de Dieu dans tout ça, comme ça, excusez-moi de poser la question, mais alors on sent la misère, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien avoir la réaction de nos deux autres invités. C'est un peu banal de dire et Dieu dans tout ça, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait de la place. Et que l'Église, en plus, elle est certes incarnée par ce résistant. On parlera de résistance tout à l'heure avec vous, Bertrand Vergely, mais oulala, c'est peu de choses. Comment vous trouvez pas? C'est vrai qu'on a ce frère qui est un témoin et qui effectivement est un point de fixation dans la vallée. C'est vrai que quand vous parliez de la tonalité un peu noire quand même du livre, on attend l'espérance quand même. Et heureusement qu'il est là pour l'incarner un peu. Mais est-ce que c'est pas ça, Bertrand Vergely, le christianisme? Est-ce que c'est pas justement cette fragilité incarnée qui tient à un fil? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est criant de vérité. C'est à un moment du livre, un des personnages dit « Mais est-ce que tu te rends compte que la France n'a plus la foi ?» C'est-à-dire, moi, c'est ce que je pense. Mais il n'y a pas que la France. Le monde occidental ne sait plus ce qu'est la religion. Il ne sait plus ce que c'est que Dieu. Il ne sait plus. Ça et là, il y a des communautés qui le savent. Il y a des gens remarquables. Mais globalement, c'est fini. Peut-être que ça va revenir. Car qu'est-ce que c'est que le christianisme? L'imprévisible. Au milieu de la nuit, une lumière. Et de vous en montrer des lumières. Mais ce que l'on voit, moi j'ai vu des peuples qui avaient un sens religieux, c'est fini pour nous. On a tout fait pour le détruire et actuellement, pour moi, on ne comprend rien à la société française si on ne voit pas que le programme numéro 1 d'un certain nombre de nos élites, c'est d'en finir avec Dieu et d'en finir avec le christianisme et le catholicisme. Nietzsche proclamait à la fin de l'Antéchrist « guerre à mort contre le christianisme », et je crois que cette guerre, elle existait. Mais je ne désespère pas, car il y a des choses imprévisibles et inouïes qui arrivent au milieu de tout ça. Pierre-Adrien, Bertrand Vergely dit « c'est fini ». Vous posez la question à l'homme de 25 ans, au jeune homme de 25 ans.
Non, je crois que c'est jamais fini. Et comme vous dites, si peut-être ce Dieu a tué des élites, nous tombe un peu dessus, comme on parle aussi aujourd'hui un peu d'une révolte par rapport aux élites, je pense qu'il y aura aussi une révolte par rapport à ça. Et quand je parle notamment un peu, pas de politique, mais bon, je parle un peu de ces gens qui sont désabusés aussi de manière très politique dans cette vallée, et qui me racontent, et cette phrase d'un gars qui dit « mais tu sais, c'est à croire qu'ils n'ont pas retenu 1789 ». Peut-être que le 1789, il est aussi à faire un peu dans nos âmes, il est à faire à l'intérieur. Hein. Et peut-être qu'il arrivera, je ne sais pas. Bertrand, un mot, puis après. L'un des protagonistes des primaires qui viennent d'avoir lieu, il y avait une question qui lui avait été posée. Primaire socialiste. Quel est votre vœu le plus cher? Et il avait répondu la mort de Dieu. Donc c'est clair, ça a été dit clairement. Erwan Le Moradec, on approche de votre sujet, mais ce sera pour le deuxième moment de cette émission. Comment vous réagissez à ce que dit Bertrand Vergely, le c'est fini, et pourtant, et puis les conséquences, et ce programme, en quelque sorte, de radiation Je crois que c'est le thème des journées pour les communications sociales que j'ai vu tweeté par le pape dans la journée, et qui tweetait « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Et voilà, ne crains pas, car je suis avec toi, d'une façon mystérieuse, ça n'est pas fini. Et c'est aussi une parole que j'ai retenue dans mon livre, et c'est la promesse faite à Jérémie. C'est la promesse faite à Jérémie au moment le pire, en tout cas pour Jérémie, au moment où tout est détruit, où effectivement il n'y a plus d'espoir, et lui-même est en prison. Et à ce moment-là, il est mis au rebut, il est écarté par la noblesse de son peuple. Ça pourrait être le désespoir total, et c'est là que Dieu lui fait sa promesse de rester avec lui et d'être avec lui. Donc voilà, moi je trouve que dans cette actualité, dans ce monde contemporain qui effectivement a plein de raisons de nous inquiéter, je veux m'accrocher à ça, ne serait-ce que parce que c'est ma foi, et que si c'est vain, tant pis, soit c'est fini, mais j'y crois pas. Je ne crois pas que ça soit vain. En tout cas, ce livre qui part de très bas, une vallée profonde, nous conduit très haut, comme on vient de l'illustrer à travers ce premier échange. Donc Pierre Adrian, Des âmes simples, Équateur littérature, un livre qui est un roman, mais qui est beaucoup plus peut-être au fond un portrait d'une âme française. C'est donc la fin de cette première séquence. Nous retrouvons Jean-François Rode qui présente ce mois-ci le coup de cœur. Restez avec nous. Nous allons aborder maintenant le livre de Erwan Le Moradec, Identitaire. Je voudrais vous parler d'un livre formidable, Jean-Paul Bailly, Réformé, un livre qui suscite admiration et optimisme, qui sont des denrées précieuses par les temps qui courent, avouez-le. Jean-Paul Bailly, donc, montre que l'on peut réformer dans le dialogue et la confiance, et même qu'on ne peut réformer que dans le dialogue et la confiance. Or, il a une belle crédibilité puisqu'il a été, pendant 20 ans, président de la RATP d'abord, puis de la Poste ensuite. Deux grandes entreprises qui avaient beaucoup d'atouts, mais qui étaient aussi considérées comme impossibles à moderniser et impossible à débloquer socialement. Lorsqu'il est arrivé à la RATP, les syndicats déposaient plus d'un préavis de grève par jour. Or, il a réussi des réformes importantes, en particulier, par exemple, la ligne 14, une ligne sans conducteur qui, évidemment, suscitait l'opposition du personnel a priori. Et à la Poste, c'est 17 000 bureaux de poste sur tout le territoire, c'est 1% de l'emploi en France. C'est une entreprise qui perd chaque année entre 5 et 7% de ses revenus de la distribution du courrier. Et donc il a réussi à changer le statut de la Poste sous les gouvernements différents. Il a réformé les bureaux de poste, il a rétabli la confiance avec les élus locaux, etc. etc. En fait, à chaque fois que l'on lit ce livre, on est formidablement intéressé parce que ce ne sont pas des considérations générales sur le management, ce ne sont pas des exhortations à bien se conduire, c'est l'analyse de situation, la mise en place de méthodes précises et de conseils tout à fait pertinents. Bon, évidemment, Jean-Paul Bailly a une expérience rare et un talent particulier. Mais en le lisant,
on se prend à rêver que la réforme est possible si on s'y prend bien. Et c'est valable pour toutes les organisations, qu'elles soient petites ou grandes, ou même très grandes. Le livre, pour ne pas vous prendre en traite, est préfacé par Emmanuel Macron, mais avant qu'il soit candidat à la présidentielle. Merci Jean-François pour cette évocation et cette précision finale. Bon, en dehors de toute discussion politique, on n'est pas là pour en faire. C'est quand même, ça fait du bien de voir que des choses sont possibles. Erwan Le Moredeck, donc vous êtes avocat, vous êtes très connu dans les réseaux sociaux sous le pseudonyme Cause, et vous publiez votre deuxième livre avec un titre assez fort, identitaire au singulier, Le mauvais génie du christianisme au CERF, avec une église bleu, blanc, rouge. Bon, alors, que se passe-t-il? Pourquoi ce cri? Parce que c'est quand même une accusation, un j'accuse que vous lancez. C'est une alerte, au moins. J'accuse peut-être sur une première partie du livre. Après, je scrute parce que ce que je scrute, je ne m'en exonère pas. Je ne suis pas, contrairement à ce que certains ont pu penser, je ne suis pas en train de fustiger des catholiques qui se laisseraient aller totalement dans cette tentation identitaire. J'ai essayé de voir aussi pourquoi ceux qui sont des milieux politiques que je pointe dans la première partie ont un discours qui porte finalement. Pourquoi ils ont un discours qui nous fait du bien, pourquoi globalement ils nous passent un peu de pommade dans le dos, pourquoi ils lèchent nos blessures et où au final, ce qui à mon avis devrait provoquer une réaction viscérale, instinctive, de refus, ne la provoque pas. Alors, précisément, cette première partie, le j'accuse, qui accusez-vous et de quoi? Eh bien, j'accuse des milieux politiques identitaires, c'est-à-dire, quand on dit identitaire, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus, ce n'est pas simplement des milieux qui aiment l'identité, qui aiment le pays, qui aiment la France. Sinon, nous serions tous identitaires. Sont des milieux qui appartiennent d'abord à des partis politiques, que ce soit le Bloc identitaire ou Génération identitaire. Et puis, donc, ce sont deux associations? Oui, actives. voilà, c'est les principales. Après, vous avez une myriade de petits groupuscules, mais ces deux-là sont les principaux groupes. Qui se définissent par quoi? Eh bien, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ils ont un peu leur définition propre, mais le fait est qu'ils veulent défendre une identité qui va jusqu'à l'identité ethnique. C'est aussi pour cela que ça finit par poser problème. C'est quoi leur équation? Leur équation, c'est la France, je dirais la France blanche, la France gauloise, la France d'une certaine religiosité, nous disent-ils. J'ai du mal à y adhérer et à comprendre, parce que c'est aussi la France d'un certain syncrétisme qui se crée en opposition à l'entrée de l'islam, et où certains nous expliquent que aujourd'hui, il y a une religiosité européenne et il faut que on puisse autant se revendiquer du paganisme nordique que du christianisme et vivre des deux ensemble. C'est une équation qui, moi je ne parle essentiellement qu'en tant que chrétien et catholique, c'est une équation de personnes qui, de fait, viennent chercher notre christianisme parce qu'il fait bien dans le décor. Il fait bien dans le tableau avec le vin rouge, avec le saucisson et donc ce ne sont pas, pour simplifier, ceux que vous dénoncez ne sont pas je dirais, pour être clair, des catholiques de droite qui aiment la France. C'est pas ça que vous attaquez. Je ne crois pas m'être fait connaître depuis 11 ans comme un catholique de gauche antipatriote. Donc ce serait assez profondément contradictoire et antinomique par rapport à tout ce que j'ai fait depuis 11 ans. Je pense qu'effectivement, le fait est qu'on peut être de droite, pour moi, n'a pas d'intérêt. C'est un accessoire.
mais on peut être catholique, aimer son pays, sans se sentir obligé de verser petit à petit dans ce penchant identitaire. Ça, c'est le deuxième volet. Bon, il y a le J'accuse, puis de quoi c'est effectivement ce que vous avez appelé tout à l'heure, cette séduction, cette espèce de danse du ventre. Mais pouvez-vous nous dire concrètement qu'est-ce que cela veut dire? Parce que des gens peuvent vouloir défendre la France, peut-être maladroitement, de droite ou de gauche, ce n'est pas la question ici, en référence au christianisme, sans pour autant être attiré ou séduit par des thèses justement qui seraient plus païennes ou plus extrêmes. On m'a fait le reproche de vouloir interdire à des non-chrétiens de puiser dans le fond culturel chrétien, ce qui là aussi serait surprenant comme attitude. J'avais entendu notre actuel Premier ministre vanter dans la cathédrale de Strasbourg, Bernard Cazeneuve, vanter le fait que les valeurs de la République puisent aux valeurs de l'Évangile. Et il avait fait un long développement là-dessus. Je n'ai pas songé à l'empêcher de continuer son propos. S'il voulait y trouver une inspiration, pourquoi pas. Non, ce que je refuse surtout, c'est quand le christianisme est confisqué et convoqué pour une finalité qui lui est contraire. Je refuse de voir effectivement quand tous les ans, à la même période, nous avons une polémique sur les crèches. Tous les ans, à la période de l'Avent, quand les catholiques voudraient préparer Noël dans un moment paisible, nous avons cette polémique nécessaire parce que des politiques, et aussi, il y a eu aussi les associations de libre pensée, mais depuis quelque temps, des politiques ont décidé que ces crèches, ça faisait bien dans le décor et ça faisait bien pour leur propre image. Je refuse aussi de voir le christianisme convoqué par des gens qui écrivent dans le même temps qu'ils ont cessé de croire que l'humanité puisse être leur famille et que Kader puisse être notre frère. Je suis désolé, mais dans ce cas-là, on contredit terme à terme l'Évangile. Donc qu'on ne me dise pas qu'on peut à la fois confesser Jésus-Christ et proclamer cela. Or, celui qui a rédigé ce manifeste, qui est le fondateur de Génération Identitaire, est aussi le fondateur d'une université d'été sous aumônerie catholique, où il y a effectivement ce confusionnisme total. Mais est-ce que vous pensez que ces groupes sont suffisamment importants et en influence et en nombre pour avoir une telle influence, justement, celle que vous leur prêtez? Alors, je pense que d'une part, le nombre ne fait jamais l'influence. À leur égard, et notamment au Front National, on parle des trotskistes du Front National, puisque certains sont rentrés dans l'organigramme. Les trotskistes n'étaient pas très nombreux, ils ont eu une influence. Quand on voit le seul élément un peu chiffré, parce que c'est vrai qu'après tout, ce serait compliqué de mesurer exactement leur influence. Enfin, l'élément chiffré que l'on a, c'est 2015, départementale du printemps, mars ou avril, chez les catholiques pratiquants réguliers, le Front National est à 9 points, et régional de 2015, fin novembre, le Front National est à 27 points. Le score est multiplié par 3, ça reste un score inférieur. Dans cette catégorie-là. Hein. Voilà, et ça reste un score inférieur à la moyenne des Français. Néanmoins, cette progression n'existe pas chez les autres. Et certainement pas avec cette ampleur. Alors c'est une période un peu particulière. Oui, il y a eu la crise des migrants, il y a eu les attentats, ça a évidemment son influence. Mais néanmoins... C'est ce qui vous a déclenché, c'était ça le déclic du livre. C'est le dernier semestre ou le dernier trimestre 2015. Vous avez la succession des débats suscités par l'invitation de Marion Maréchal Le Pen à la Sainte-Baume, puis vous avez la crise des migrants, puis vous avez les attentats, puis vous avez ces régionales. Et évidemment, comme d'habitude, les débats sur les crèches. Et donc là, vous avez effectivement tout ce temps et des moments où moi, sur les réseaux, je vois des catholiques partager des propos que je trouve absolument sidérants et qu'on ne devrait pas pouvoir partager en tant que catholique. Donc vous, catholiques engagés sur les réseaux sociaux, vous combattez donc les tweets, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits messages qu'on envoie très facilement via Internet. Vous êtes connu et vous réagissez sur de nombreux débats de société. Vous, donc catholiques engagés, vous dites non aux catholiques qui s'engagent au Front National, c'est ça? Ou qui veulent récupérer
le catholicisme ou le christianisme dans Disons ce que parti politique? c'est pas tellement, enfin, je ne veux pas en faire mystère, il est évident que je ne partage pas les opinions développées au Front National. Mais ce n'est pas tellement contre un parti. Le fait est que je prends cet exemple parce que c'est le seul exemple chiffré que l'on a d'une évolution et on se doute bien que ceux qui sont catholiques pratiquants réguliers et votent Front National ont certainement un rapport assez identitaire. Mais ça n'est pas pour m'adresser vraiment à un parti politique. Ce qui m'interpelle davantage, c'est la suite pour les chrétiens. C'est la façon dont on a tous la même angoisse. Je partage la même angoisse, je pense, que ces personnes-là, c'est-à-dire, à la rigueur, on vient presque de le dire, est-ce que c'est fini ? Est-ce que dans 50 ans, mes enfants connaîtront encore un christianisme en France ? Et je ne crois pas que ce soit par cette façon effectivement très identitaire, cette façon à invoquer de façon un peu exclusive et à vouloir obtenir quelques titres et quelques gages et quelques privilèges dans la société française parce que l'on a de fait véritablement apporté. Mais je ne pense pas que ce soit en nous accrochant à cela qu'on y parviendra. Et j'essaye de fait de proposer autre chose. Comment faire alors ? Comment faire, ce sera compliqué, mais le fait est que je pense que si nous réagissons, si nous raisonnons en chrétien, alors c'est la foi qui doit nous avancer, c'est la foi qui doit nous mouvoir. Et cette foi, elle s'appuie, j'ai trouvé, et là je parlais tout à l'heure de Jérémie, effectivement, à ce moment-là, Jérémie, tout s'écroule, tout disparaît, et c'est là que Dieu lui fait la promesse, je serai avec toi. Et le Christ arrive. Le Messie est là. Oui, mais vous ne pouvez pas empêcher, et vous venez de le dire, des catholiques, je dirais modérés, pour prendre un langage politique, de s'inquiéter devant la disparition qu'on a évoquée tout à l'heure, et on va ouvrir le débat. Et donc de dire, mais au fond, cette culture chrétienne, elle a quelque chose à dire sur la question de la nation. Elle a quelque chose à dire par rapport à la France. Elle n'est pas étrangère à la culture de la France. Donc, ces gens-là, qu'est-ce que vous leur dites ? Parce que c'est mu par cette culture qu'ils réagissent. Ils ne sont pas forcément des idéologues. C'est des gens qui disent, mais au fond, attendez, qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine ? Question légitime. Oui, mais à l'évidence, je réagis. Moi-même, en tant que chrétien, je réagis avec ces vertus chrétiennes, je réagis avec le patrimoine chrétien, enfin, je veux dire le patrimoine intellectuel, spirituel, culturel de mon pays. Donc, à l'évidence, oui, on peut réagir avec cela. Je comprends très bien que ce soit difficile. Je le dis en conclusion. Non, ça n'est pas naturel. Non, ça ne va pas être facile. Mais je parle en tant que chrétien, essentiellement à des chrétiens, même si je ne pourrais pas empêcher des non-chrétiens de vouloir lire mon livre, mais je parle essentiellement à des chrétiens, et il me semble qu'à eux, il n'est pas illégitime de leur dire essayons d'aller voir plus loin. Essayons d'aller voir plus loin que notre réaction naturelle de corps agressé, entre guillemets, par un corps étranger, qui est cette réaction naturelle de défense. Il faut qu'on mette en place la réaction d'après, l'étape d'après, qui nous permettra de sortir, nous aussi, et en fait, comme le disait le pape dans un entretien à la Croix, on parle tout le temps de nos racines chrétiennes. Les racines, il faut les arroser. On ne va pas pouvoir passer notre temps et notre vie à vivre sur nos racines. Si on ne les arrose pas, l'arbre va mourir. Et de même, j'aime bien quand Rémi Brague dit qu'il faut parler plus de sources que de racines chrétiennes. Moi aussi, je préférerais qu'on parle de sources. Il faut qu'on soit capable d'irriguer de nouveau et pas simplement de dire notre pays a des racines, rendons grâce à nos racines et remerciez-nous pour nos racines. Donc, ça ne marchera pas. Dans cette société-là, ça ne marchera pas. Bertrand Vergely, comment le philosophe réagit à la fois ce cri et ce cri d'alarme, au fond, et ce qu'il désigne, Je pense qu'il faut voir deux choses. Vous avez d'une part un problème de fond, qui est un problème de culture. Depuis 50 ans, tout ce qui s'est fait dans la culture française et européenne a été contre l'identité. Vous prenez toute la philosophie, on n'a pas arrêté de nous vanter l'autre et de tirer à boulet rouge sur l'identité. Or, il s'avère aujourd'hui
qu'il y a des gens qui n'ont plus d'identité, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus rien du christianisme, ils ne savent plus rien de la France, ils ne savent plus rien d'eux-mêmes. Ils sont complètement paumés, et qu'est-ce qui se passe? Alors là, je suis d'accord, moi je ne crois pas du tout que ce qu'on peut appeler la crispation identitaire soit une solution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi-même, en tant que chrétien, je pense que le christianisme est une mystique et qu'il ne faut pas aller chercher en priorité quelque chose de social ou politique, même si ça a de l'intérêt. Mais je remarque une chose. Deuxième point, le Front National, qui est-ce qui vote au Front National? C'est quand même très ennuyeux. C'est le peuple et les jeunes. Et j'écoute les discours des hommes politiques, il n'y a rien qui répond à ces gens-là, qui sont complètement perdus. Et tout d'un coup, dans le désert, vous avez des gens qui leur disent « ben voilà, tu es français ». Alors, cette manière de français n'est pas la mienne. Parfois, vous avez très bien montré les discours comme extrêmement bizarres, la confusion d'esprit. Mais il faudra qu'un jour, on se regarde. Qu'est-ce que nous avons fait de notre culture ? Qu'est-ce qu'on a fait de la notion d'identité? On ne peut même pas... Je lisais un essai de sociologie, dit par quelqu'un qui n'est pas d'extrême droite, il dit « le problème numéro 1 de la société à venir va être l'identité ». Alors, deux choses l'une. Ou on hurle en disant « c'est épouvantable, vous êtes dans la crispation identitaire », ou à un moment, on regarde. Et on regarde des populations qui sont complètement perdues et auxquelles on ne sait plus comment répondre. Je ne suis pas pour du tout la crispation identitaire, mais je vais vous dire, s'il n'y a pas une révolution culturelle, et si on ne revient pas à des sources profondes et authentiques, on ne résoudra pas le problème. Pierre Adrian, le Benjamin, comment vous complétez cet échange? Moi, c'est très confus, hein, surtout que je n'ai pas la formation que vous avez, etc. Donc, moi, ça joue beaucoup sur l'affectif, sur l'intuition et sur en effet, un désenchantement, je pense, général dans la jeunesse par rapport aux politiques. Mais ce que je trouve formidable par rapport à l'Évangile, par rapport à la parole du Christ, c'est qu'il n'y a rien de politique dans l'Évangile. C'est ce qui le rend universel, c'est ce qui le rend qu'on peut être catholique à la fois de gauche, de droite, de ce qu'on veut, catholique. Mais il y a ce message donc, qui je trouve plus, voilà, ce message-là, on a plus envie de le suivre que certaines paroles ici ou là d'hommes politiques. Ça n'empêche pas qu'il faut écouter le débat. Mais je crois, en tout cas, moi, pour ma part, en effet, ce que vous venez de dire, de rappeler sur savoir d'où l'on vient, et puis qu'il y a cette espèce il suffit d'aller dans n'importe quel bistrot, il suffit d'aller dans n'importe quelle vallée ou quoi, pour se rendre compte à quel point les gens, en effet, en ont marre, quoi. On en marre, et quand les gens en ont marre, ils votent en effet au Front National, hein, c'est général. Bertrand ? Il y a quelques années, j'étais au lycée agricole de Vendôme pour parler de la philosophie. J'ai expliqué aux jeunes qui étaient là qu'ils avaient une âme. Regard sidéré de la bibliothécaire qui m'a dit « Monsieur, nous n'avons jamais entendu ce mot dans notre établissement. » C'est tout. Voilà. J'aurais dit aux gens « Vous êtes des animaux », on m'aurait dit « Remarquable ». Je dis aux gens « Vous avez une âme », c'est comme si j'avais dit quelque chose d'obscène. Donc je pense que là, on mesure l'étendue des problèmes. On n'a pas parlé aux gens, ils ne savent plus qui ils sont. Erwan, comment vous rebondissez sur... Ce que j'entendais effectivement sur l'absence d'identité, et de fait, là encore, ma troisième partie ne vient absolument pas prôner la dilution, et puisque c'est à la mode, la société liquide ou quoi ou qu'est-ce. Mais le fait est que à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on se donne aussi comme objectif d'arriver à stabiliser le balancier. C'est-à-dire qu'on passe effectivement de X années de négation de tout ce qui pourrait être français, de tout ce qui pourrait être notre identité. Est-ce que peut-être ne devrais-je pas parler, peut-être devrais-je attendre que le balancier soit bien reparti de l'autre côté et attendre qu'on soit allé dans les excès de l'autre balancier pour dire « je l'avais écrit, je ne l'ai pas publié, mais je vous l'avais bien dit ». Je crains qu'effectivement, de la dilution, on parte tranquillement vers les excès de l'identitaire sans être capable de s'arrêter avant à l'identité. Alors justement,
Je rebondis parce que vous avez dit, Pierre, Adrien, l'évangile, ce n'est pas quelque chose de politique. Puis vous avez dans votre livre le portrait d'un sage, qui serait peut-être justement ce point intermédiaire, je ne dirais pas central ou centré, ce n'est pas ça, mais une vision posée des choses. Et je vous pose à chacun cette question. Le christianisme, quand même, a quelque chose à dire sur l'identité d'un pays, d'une nation. Il n'est pas complètement apolitique. Il y a des contenus. Alors, et là, effectivement, la frontière est ténue, parce qu'on peut le récupérer, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Mais tout de même, les églises, l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les églises protestantes, ont des discours affirmés sur les questions de société. Alors, jusqu'où peut-on tolérer? Vous avez dit, Bertrand Vergely, très justement, que c'était peut-être aujourd'hui comme des astéroïdes très très loin du discours toléré, mais tout de même, qu'est-ce que l'Église, en un mot, qu'est-ce que le christianisme a à dire sur l'identité, sur les questions de société qui hantent un peu nos contemporains? Quelle est la réponse chrétienne, la juste réponse chrétienne? Alors, je me permettrai de dire que l'identité, au sens philosophique du terme, c'est le nom de Dieu. C'est celui qui a été, qui est et qui sera, c'est-à-dire c'est l'être fondamental. Et cet être, nous l'avons à l'intérieur de nous-mêmes. Le message inouï à donner du christianisme, c'est de dire ce n'est pas une religion qu'on vient vous donner au sens politique du terme, c'est du sens. L'humanité est inouïe, l'existence est inouïe, nous pouvons tout faire à partir du moment où nous avons intégré cela et nous vivons cela. C'est-à-dire ce que les gens n'ont pas très bien compris, c'est que une vie religieuse, ce n'est pas quelqu'un qui se met en face d'une religion, c'est quelqu'un qui, grâce à une religion, se met devant l'inouï d'existence qui appartient à tous. Et l'Église n'est là que pour servir cette relation entre l'homme et l'inouï de l'existence. On ne pourra plus continuer dans un monde dans lequel on pense, comme disait Sartre, qu'on est par hasard, qu'on vit par ennui et qu'on meurt par accident. Je crois que si on ne retrouve pas un certain sens du respect de la vie que nous possédons, et de cet amour de la vie, là nous pouvons faire de la politique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est intéressant? Il nous faut passer par une expérience spirituelle profonde pour qu'il y ait du politique. Quand il n'y a plus de spirituel, il n'y a plus de politique. Écoutons ce qui a été dit hier dans les primaires de la gauche, nous sommes au degré zéro de la pensée. À partir du moment où le but c'est la PMA et c'est la dépénalisation du cannabis, ça veut dire envers de tout le monde des consommateurs, et il n'y a plus de programme politique. Alors, est-ce que c'est la bonne voie, Erwan Lemedec? Passer par le spirituel, au fond, cette révélation qui va vous projeter dans la société, ce que vient de dire Bertrand Vergely. Je pense qu'à tout le moins, à l'évidence, ça nous recentre, à l'évidence, ça nous conduit à regarder aussi la société d'une autre manière. Est-ce que ce n'est pas une fuite dans le spirituel quand même? Je pense pas. C'est peut-être un détour. C'est peut-être un pas de côté. Est-ce que ce n'est pas un préalable? C'est ce que dit Bertrand Vergely. Au fond, soyons pleinement spirituels, chrétiens, si on l'est, pour déborder en quelque sorte. C'est ça votre idée, la vraie politique débordant d'un trop-plein de... Mon idée, si vous voulez, c'est que le religieux véritable, c'est le sens qui permet de tout faire. Ce serait une fuite si je proposais de dire on arrête la politique et on est tous dans la spiritualité. Pas du tout. Je dis, vous serez d'autant plus fort pour aborder les questions politiques, sociales, économiques que vous aurez une vie spirituelle forte. Et le but, ce n'est pas l'identité chrétienne. Erwan Lemedec, ça vous satisfait, cette voie? Ça répond au débat ou... Et je pense que c'est, moi, ce que je voyais dernièrement, quand j'entendais les évocations de la laïcité, dans la religion, quand on aura retiré le spirituel, on aura peut-être plus que les excès. Et pourtant, c'est ce que certains, dans leur vision de la laïcité, veulent faire. Moi, je pense qu'effectivement, cette nécessaire référence verticale et transcendante nous permet de nous situer autrement, et puis nous permet en plus de nous situer en véritables frères, quelles que soient les
quelles que soient les situations sur un échiquier politique. Merci Erwan Moradec. Donc Identitaire, le mauvais génie du christianisme au Cerf, donc un livre fort, un livre incisif, un livre qui ouvre un débat. On l'a un peu abordé ce soir, mais je pense que vous pourrez aussi le poursuivre à travers vos lectures. Nous poursuivons ce plateau, cette émission avec tout à l'heure, dans un instant, Bertrand Vergely, traité de résistance pour le monde qui vient, mais nous allons entendre notre ami Bertrand Deschamps qui va dresser le portrait d'un autre résistant. Je vous le laisse découvrir. Chaque année voit son lot de commémorations et c'est tant mieux pour les libraires et pour les éditeurs. Cette année, en 2017, nous allons évidemment beaucoup parler du premier centenaire de la Révolution russe, mais je voudrais dès à présent, cher Jean-Marie, évoquer avec vous Luther, puisque le 31 octobre 1517, les fameuses thèses sur les indulgences étaient placardées sur les églises, et c'est l'occasion de faire non pas un portrait de Luther, mais de vous suggérer quelques pistes de lecture. Je voudrais commencer par un livre qui n'est pas tout jeune, puisqu'il a été publié pour la première fois en 1928, mais il n'a pas pris une ride. C'est le grand livre de Lucien Febvre, Martin Luther, un destin. Il résume bien l'importance de ce jour que j'évoquais du 31 octobre. Et ce livre, qui n'est pas une biographie, montre comment Luther, en posant cet acte fort, n'a pas conscience de l'importance qu'il va avoir dans l'histoire et dans l'histoire de la chrétienté. Si on veut vraiment une vraie biographie de plus de 600 pages, il faut lire ce livre de référence de Marc Liénard, qui est sans cesse réédité chez Labor et Fides, qui est pour le coup une vraie biographie abondante, avec des notes, avec des renvois, et qui est absolument remarquable et qui n'est pas si difficile qu'il n'y paraît. Et puis, comme toujours, je recommande de se tourner vers les écrits. Alors, il ne s'agit pas de lire tous les ouvrages et les écrits de Luther, mais Garnier-Flammarion propose un excellent résumé dans les grands écrits réformateurs de Luther, avec en particulier les grands textes de À la noblesse chrétienne et de La liberté du chrétien. Et puis évidemment, le geste de Luther se situe dans un contexte historique et il faut aller pour cela comprendre comment la réforme a pu éclore. Et je recommande l'ouvrage sans cesse réédité également de Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la réforme, dans la collection Nouvelle Clio au PUF. Jean Delumeau y retrace avec une très grande clarté ce qui a permis le début de la réforme dans cette Europe du début du XVIe siècle. Et puis si on veut quelque chose d'un petit peu plus simple et accessible, et puis de plus maniable, dans la collection Tempus de chez Perrin, je recommande l'Histoire de la réforme protestante de Bernard Cotteret, ouvrage très clair pour comprendre à la fois Luther, mais aussi Calvin, et puis comment la réforme se poursuit dans toute l'Europe. Et puis, on a besoin d'y voir clair parce qu'on a besoin de cartes. Et c'est l'intérêt de cet atlas de Tim Doley qui vient de paraître, qui s'appelle l'Atlas des réformes en Europe. Il offre un appareil critique de cartes absolument remarquable pour comprendre comment ces petits foyers de réformes au départ se répandent à un autre endroit, puis se réunissent. L'histoire se fait, on le sait, dans les cartes. Et puis je voudrais terminer par une note beaucoup plus contemporaine avec un petit livre qui a été et qui continue d'être pour nous à la Procure une de nos meilleures ventes. On doit ce livre à Antoine Nuis, qui est pasteur, et qui, après un succès il y a quelques années, Lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne, revient avec Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme. C'est un petit ouvrage d'une qualité, d'une conviction absolument remarquable et qui, en ces temps de semaine pour l'unité des chrétiens, est un vrai livre d'écuménisme, car Antoine Nuis nous explique comment, après que les débats historiques soient dépassionnés, les deux traditions peuvent et doivent continuer de se nourrir l'une de l'autre. Merci Bertrand et merci de la passion avec laquelle vous parlez de ces livres, qui est aussi un peu la marque de cette émission qui est préparée avec l'équipe de la Procure.
des gens qui sont passionnés par leur métier, et ça fait plaisir. Bertrand Verjoly, philosophe, donc professeur en classe préparatoire, et vous avez une liste impressionnante d'ouvrages. Le dernier, Traité de résistance pour le monde qui vient, au Passeur, l'édition Le Passeur, un titre quand même assez intriguant, à la fois la résistance, le monde qui vient. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est ce qui a commencé avec le mariage pour tous et le changement non pas de société, mais d'humanité que l'on n'a pas voulu annoncer. Car l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est une réaction contre ce qu'on peut appeler un mensonge généralisé dans lequel nous avons été tous enfarinés. On nous a présenté le mariage pour tous comme étant une avancée sociétale destinée à apporter de la tolérance, de l'acceptation de l'autre par rapport à des gens qui ont une orientation sexuelle différente. Tout le monde a cru que ça s'était fait au nom de la tolérance. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème n'est pas ce dont je me réjouis, le fait que les couples homosexuels ne soient pas persécutés. Le vrai enjeu, c'est la norme, c'est la redéfinition totale des données de la vie et de la famille, avec l'idée que désormais, le couple homme-femme ne serait plus le couple de base de la société et qu'il n'y aurait plus besoin d'un père et d'une mère pour faire une famille. Lorsque Élisabeth Guigou a fait le Pacs, elle a dit « on fait le Pacs pour ne pas faire le mariage et ne pas faire l'adoption ». Qu'est-ce qu'on a vu arriver ? On a vu arriver le mariage. Le mariage, on nous a dit « on fait le mariage, mais il n'y aura pas la PMA et il n'y aura pas la GPA ». Qu'est-ce qu'on entend maintenant de la part des hommes politiques ? La PMA pour tous. Et demain, ce sera la GPA. C'est-à-dire, et la GPA, c'est quoi ? C'est ce que Mme Théry, spécialiste de la famille, appelle les nouvelles parentalités. Alors, moi, je me pose la question, on n'a pas été honnête, on n'a pas dit la vérité. On aurait fait un référendum en disant aux Français, est-ce que vous êtes pour la fin du couple homme-femme et la fin du couple père-mère? Vous n'auriez pas eu 58% de gens pour, comme il y a pour le mariage pour tous. Les gens, voyant la réalité, auraient été effarés. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? Bien, on nous a dit, c'est de la tolérance. Or, ce n'est pas de la tolérance. Donc ça, c'est le premier élément du système. J'ai eu le sentiment qu'on me mentait, qu'on nous mentait. Et je pense que s'il y a eu tous ces gens dans la rue, c'est que confusément, ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en quoi votre résistance, que vous développez avec brio ce soir, et merci, n'est pas réactionnaire? Eh bien, elle n'est pas réactionnaire dans la mesure où dire que quelque chose est réactionnaire, c'est aujourd'hui, quand on est gêné et qu'on n'a pas d'argument, on dit « t'es réac », et parfois, on va encore plus, on dit « t'es facho » et « t'es nazi ». Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens, c'est facile de répondre. Il y a des gens... Alors, moi, j'ai envie de dire, je ne peux pas répondre à cet argument, on est toujours le réac de quelqu'un. À partir du moment où on dira « écoutez, cette histoire de mariage pour tous, c'est un mensonge », on dira « t'es chrétien », t'es catho, t'es réac, tu ne regardes pas la réalité en face. Moi, je remarque une chose, je ne trouve pas que ce soit très réac de dire qu'un enfant a un père et une mère et que quand à un moment il sera l'enfant de 2 femmes ou de 2 hommes, on aura décidé pour lui qu'il n'aura ni père ni mère. Si vous trouvez ça réactionnaire, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'on fabrique des orphelins. Or, je remarque une chose, c'est que l'État lutte contre les enfants qui sont délaissés, qui sont des pupilles de la nation orphelin, et qu'on ne peut pas d'un côté fabriquer des orphelins et de l'autre côté lutter contre ça. Alors c'est un aspect du problème de votre livre. Oui, un aspect, c'est pas le seul. C'est un peu le symptôme. Oui. Le livre n'est pas uniquement sur cette question, il commence sur ce sujet. Il commence là-dessus. Deuxièmement, il met en relation ça avec des choses que j'ai trouvées assez remarquables. C'était des chrétiens, des jeunes catholiques qui avaient un principe de résistance qui était très simple, se tenir devant des édifices symboliques comme par exemple le palais de justice
est simplement être là et de dire au pouvoir, on te voit, tu nous mens, mais ne pense pas qu'on est dupe. Donc ça me paraissait important. Et il y a eu ce mouvement aussi sur les marchés des mères veilleuses qui disait, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire avec les enfants et la famille? Donc les mères veilleuses, trait Voilà, d'union, hein. voilà. Les mères, les Mais mamans veilleuses. le Très plus beau nom. intéressant est à venir. Le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de redire des choses qui pour certains sont connues, mais c'était de mettre en relation cela avec ce que m'a dit un député démocrate italien, pas fasciste, démocrate italien, Luca Volonté. Quand je lui ai dit, il a dit, écoutez, il faut dire la vérité, et notre modèle, c'est Václav Havel. Or, Václav Havel est d'une certaine manière une icône de la gauche, n'est-ce pas? Et lui, qui est plutôt, il n'est pas de droite ni d'extrême droite, mais disons, il est plutôt un peu centre-droit, qu'est-ce qu'il dit? Nous, notre modèle, c'est Václav Havel. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne dit plus la vérité, et il faut vivre dans la vérité. Et là, j'ai commencé à me dire, alors on m'a dit, si tu faisais un livre, on pourrait publier l'essai de Václav Havel, Pouvoir des sans-pouvoir, on ferait quelques interviews de veilleurs, et puis il y aurait ton analyse. Il s'avère que pour des raisons éditoriales, on ne pouvait pas republier, tirer le texte de Václav Havel des essais politiques pour le publier. Il s'avère que l'éditeur a dit, écoutez, votre analyse nous intéresse prioritairement, on aime bien ce que disent les veilleurs, mais on va mettre l'accent sur vous. Donc, je me suis retrouvé à être, au fond, en avant, alors que mon but n'était pas là. Et j'ai fait cette analyse, et j'ai essayé de comprendre pourquoi, à un moment, il pouvait y avoir un lien entre la manif pour tous, qualifiée de réac, qualifiée par certains de djihadiste, vous voyez, et Václav Havel. Et j'ai compris le truc. Alors, c'est quoi le truc? Le truc, c'est une vision qu'a eue Václav Havel sur notre futur. Nous sommes en 1978. Le régime a voulu se libéraliser en Tchécoslovaquie, les Russes sont rentrés, il y a une dictature et un étouffement. Et tout d'un coup, un jour, Václav Havel voit un marchand de fruits et légumes qui met au milieu de ses patates et de ses carottes une banderole avec marqué « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et là, il a une double révélation. Premièrement, c'est la mort du communisme. Ce jour-là, pour lui, le communisme est fini. Mais pourquoi? On ne voit pas bien. Ben si. Quand on en arrive à faire de la propagande à votre insu au milieu des patates et des pommes de terre, ça veut dire qu'on n'est plus capable d'argumenter, donc on est intellectuellement mort. Ça, c'est le premier point, et il dit actuellement, c'est le halali, ils n'ont plus aucun argument, et le seul moyen, c'est de pouvoir, à notre insu, nous obliger à adhérer à la doctrine dans l'inconscient. C'est-à-dire, il voit le régime communiste utiliser les méthodes de propagande qui ont été analysées dans un livre extraordinaire, Le viol des foules, par Serge Tchakoutine, chose que vous devez connaître. Et deuxième point, il dit attention, ça, c'est pas la fin du communisme, c'est le début du nouveau totalitarisme soft qui va venir, c'est-à-dire un mélange de consommation et de communisme mental bien pensant. Et il a dit, attention, on va vers ça. Et nous y sommes. Et nous y sommes. Alors, le communisme, on ne le voit pas bien. Le communisme, c'est très Expliquez-nous. simple. Quand vous avez la philosophie de l'éducation qui s'appelle la réussite pour tous, quand vous avez le mariage pour tous, ce petit mot pour tous qu'on voit agir, Sur lequel c'est on quoi? est d'accord. Et sur lesquels on n'est pas d'accord. Nous sommes La tous réussite d'accord. pour tous, On est ça ne veut sur- rien dire, c'est mentir Mais aux on gens. est tous d'accord pour le pour tous. Mais on est tous d'accord pour le pour tous. C'est pour ça que c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'à un moment, cette espèce d'unanimisme bien pensant, débordant d'une espèce de générosité. d'amour, de générosité, je vous signale que la réussite pour tous, c'est impossible. Aucun régime politique ne peut donner la réussite pour tous, sauf en faisant croire à tout le monde qu'on va réussir. Quelle tête feriez-vous si aux Jeux Olympiques, on disait la médaille d'or pour tous? Et je ne peux pas souhaiter pour autant l'échec Mais bien évidemment, pour quelques-uns. ce que l'on peut, c'est rester un peu humble en disant on va tout faire pour vous aider,
On va vous apprendre, entre autres, l'orthographe, et on va la vérifier, mais la réussite, je suis désolé, on ne peut pas le faire. Or, qu'est-ce qu'on dit? La réussite pour tous. De même, 2 femmes, 2 hommes ne peuvent pas avoir des enfants. Attention, ça c'était le monde d'hier, on va y arriver, aide à toute détresse, on va venir au secours. Alors ça, c'est le pour tous. Alors ça, c'est le pour l'autre volet, Et l'autre volet le c'est plus la intéressant, surconsommation, l'hyperconsommation. l'hyperconsommation. Nous assistons aux échanges. Si on regarde la cartographie mondiale, il est quand même tout à fait extraordinaire de voir que la Chine, qui est le pays communiste, est le plus capitaliste qui soit. Et nous sommes des pays capitalistes qui n'arrêtons pas de faire du social, c'est-à-dire qu'au niveau planétaire, nous apercevons qu'il y a une confusion actuelle entre capitalisme et communisme, et d'une manière insidieuse, et on ne peut pas sortir de ce système. Par exemple, essayez de dire que vous n'êtes pas pour la réussite pour tous. On va vous dire que vous êtes dur, que vous êtes méprisant, que vous ne comprenez pas la douleur des autres, que vous n'avez pas de cœur. Vous comprenez? Oui, très bien. Et donc, vous ne pouvez pas penser autrement que dans ce système mental qui s'est mis en place dans notre Alors, monde. qu'est-ce que vous faites pour dire stop? Vous écrivez ce livre. Alors, pour dire stop, on fait ce que Václav Havel a fait, retrouver le regard poétique et dramaturgique de l'existence. Et on se posait la question, Bertrand qu'est-ce qu'on Vergely, peut faire c'est de dans l'utopie. Et non, ce n'est pas de l'utopie. Je vous signale, Vous c'est opposez la tellement peu poésie à la utopique politique. que Václav Havel, qui était un dramaturge, est devenu président de la République. Certes. Si, et il a été pendant 11 ans président de la République, et on pense que c'est une des personnalités européennes les plus importantes, si vous voulez. Alors, c'était quoi le regard de Václav Havel? Le regard de Václav Havel, c'est un regard kafkaïen. Il introduit Kafka pour les non-initiés. en politique. Et qu'est-ce que fait Kafka? Kafka nous montre l'absurde de l'existence. L'absurde de l'existence, c'est la propagande communiste complètement délirante, c'est le vouloir, à notre insu, nous faire penser comme il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on est capable de voir l'absurde, on est capable de voir la poésie. On est capable de voir la beauté. On est capable de voir les forces d'auto-guérison qu'il y a. Et là, on commence à ramener l'espoir dans un monde désespéré. Et donc, qu'est-ce que dit Václav Havel d'une manière tout à fait extraordinaire? Le problème numéro 1 de la société qui va venir, c'est de retrouver son énergie poétique, de dire des choses dans lesquelles vous croyez de tout votre être. Et vous me demandez ce que c'est que d'être chrétien. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas d'afficher mon christianisme, c'est de vivre la profondeur de nous-mêmes, et là, d'être capable de voir des choses essentielles et importantes, exactement comme le thérapeute, quand il est capable, à un moment, d'aller dans la profondeur de lui-même, il voit l'état énergétique dans lequel vous êtes, et il peut faire des choses qui sont positives pour vous. Alors, je demande aux poètes et aux politiques ce qu'ils en pensent. Alors, le jeune poète. Non, bah moi, pour revenir, je trouve... voilà, je suis très en accord avec vous quand vous parlez du manque de poésie qu'il y a aujourd'hui. À la fois, Hölderlin disait à quoi bon des poètes en temps de détresse. Hölderlin. Hölderlin, pardon, ouais. Oui, le poète, et qui disait, voilà, mais je pense que justement, on manque cruellement de poésie, et quand vous parlez justement de la réussite pour tous, de la manif, ce qui est devenu la manif pour tous, mais du mariage pour tous, tout ça, c'est affaire de slogan, et que le slogan, c'est l'anti-poétique même, c'est l'anti-poésie. Et ça, justement, Pasolini en parlait très bien, en disant, aujourd'hui, on apprend la langue dans la publicité, on apprend la langue dans le slogan, on ne l'apprend plus dans les universités et dans la poésie. Et Pasolini, qui était justement l'exemple même de ce que nous n'avons plus aujourd'hui, un poète civil, un poète qui s'exprimait dans les journaux, un poète qui s'exprimait à la télévision. Et en effet, je pense qu'on manque cruellement de poésie. Donc je vous rejoins tout à fait. Erwan Le Moredec, réaction, et justement sous le volet plus peut-être politique. Justement, moi, il y avait deux choses. La première chose, c'est que je désespère un peu de la capacité à nous entendre. C'est peut-être moi là qui suis utopiste, mais quand je vois effectivement, vous avez tout à fait raison de dire, bon, on nous présente les choses par étapes, et au final, on a envie de leur dire, bon alors quoi, il faut refuser tout en bloc dès le début, parce que si je me dis, dans notre vie sociale, il faut que je trouve quand même des points d'accord avec des personnes qui ne pensent pas comme moi, donc j'accepte un peu, finalement, à chaque fois qu'on accepte un peu, finalement, on va plus loin, donc il faut avoir une opposition
absurdes, de principes butés d'origine. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut fonctionner dans notre société? C'est question de l'intransigeance. Est-ce que Václav Havel est un intransigeant? Est-ce que le poète est un intransigeant qui, comme le pose la Fondamentalement, question, devant un monde qui mentait, il a été intransigeant, il a fait 5 ans de prison pour avoir résisté. Donc il sait ce que ça veut dire, la fermeté intellectuelle, et surtout l'importance du langage et des mots. alors justement, Erwan Le Moradec dit comment dire cela sans peut-être bloquer? Parce que vous avez ce souci de maintenir un état de dialogue avec celui qui ne penserait pas comme vous. Et oui, je rêverais qu'on soit capable de construire un destin commun. Enfin, on veut tous. Moi, à la rigueur, quand on me parle d'identité nationale, j'aimerais que ce soit la capacité de construire une nation dans ce que, effectivement, elle a un passé, mais elle construit un destin commun. Et alors désolé, je renvoie à mon livre, mais j'ai le droit, alors je le fais. J'ai effectivement le sentiment que ce côté identitaire vire à la fragmentation, c'est-à-dire que j'ai parlé parce que je préfère parler de ce qui me touche et de mon risque, mais des tentations identitaires, il n'y en a pas que chez les catholiques. Quand on a vu les camps d'été des coloniaux, quand on voit les universités d'été réservées aux gens racisés, non blancs, en fait, on est en train de se fractionner Comment entre éviter alors justement, Bertrand Vergely, la fragmentation? Parce que c'est un peu le cœur de... Il y a une chose qui est un miracle politique, c'est que dès que quelqu'un parle vrai, les médias jubilent et tout le monde éprouve une joie extraordinaire. C'est l'événement de la parole. Et à un moment, il y a quelque chose qui fait que dans notre pays, il y a une tentation de ne plus voter, c'est la langue de bois, c'est le discours qu'on a toujours entendu des tas de fois. Donc si vous voulez, qu'est-ce qui amènera? Ce qui est important, c'est d'avoir de la passion, c'est de dire « j'aime ce pays qu'est la France ». On va le construire ensemble, on va retrouver les mots qu'il faut. Et on va être capable à un moment peut-être de s'expliquer. Et si on le fait vraiment, mais ça produit des miracles. Le jour où au lieu de s'engueuler, on aura la capacité de se parler, peut-être que de ce jour-là, on verra apparaître le Christ à l'intérieur de la parole et il y aura des miracles qui vont se faire. Donc si vous voulez, je crois qu'actuellement on a peur et on a tellement peur qu'on veut avoir le dernier mot. Vous comprenez? Moi, si je décide en tant que chrétien de refuser d'avoir le dernier mot et d'avoir raison. Et de dire, voilà, moi je vis, je rencontre quelqu'un qui vit, c'est 2 vies qui se rencontrent. Ah, c'est important. Mais je crois qu'il faut être ferme, c'est-à-dire, je crois qu'actuellement, il y a des projets transhumanistes de bâtir une néo-humanité en jouant avec le Christ, le mot du nouvel homme qu'on va vous fabriquer par l'hybridation de l'homme et de la machine. Et là, je dis non. Et là, je dis stop. Et là, je dis, je veux un homme authentique et je ne veux pas un demi-homme avec un demi-machine, demi-homme. On a connu les hommes-dieux, on a connu l'homme-animal, maintenant on va connaître l'homme-machine. Et là, je dis, et le mariage, c'est un peu la même chose. On va vous bidouiller un truc, puis ça va marcher. Vous dites non avec Bertrand Vergely. Est-ce que dans votre génération, vous sentez le courage d'affronter de tels défis? Parce que c'est un peu ça aussi. Je ne mets pas toute la responsabilité sur vous parce que tout est largement partagé. Je crois beaucoup aux gens qui disent non. Hein. Mon curé de campagne, c'est quelqu'un qui dit non au bruit du monde. Beaucoup d'intellectuels disent non. Très intéressante. Et à la fois, je crois comme vous qu'il faut de la passion. Vous êtes un passionné, je pense l'être aussi. Je pense qu'on est tous des grands passionnés. Et à la fois, il faut aussi laisser le droit à ceux qui n'ont pas forcément la passion, à ceux qui n'ont pas forcément la foi, à ceux qui n'ont pas forcément le spirituel, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il faut aussi leur laisser une porte d'entrée. Il faut aussi leur laisser la place. Et c'est comme quand on parle des églises, on ne va pas fermer la porte à ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas vraiment la foi. Si l'on attend que les églises soient seulement remplies de gens qui croient, qui ont la foi, ça ne marchera jamais. Je pense qu'il faut aussi laisser les gens rentrer par la foi, dans la foi et dans le spirituel, par la culture aussi. Donc c'est le compromis, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. À la fois, il faut être et c'est la politique, c'est ça, c'est le compromis, c'est là aussi la concession, et c'est ce qui est dramatique pour les passionnés. Intransigeance, concession, mais en même temps, il faut peut-être savoir leur parler, Erwan Le Moradec, à ces gens justement, ces gens à côté, ces gens qui ne sont pas forcément. Je voulais dire aussi que on pense beaucoup aux gens qui disent non. Et je me souviens de cette affiche, je crois que c'était pour De Gaulle, l'homme qui a dit non.
Eh ben, ce que j'ai fait de beau dans la vie, c'était des oui. Je veux dire que ça aussi, dire oui, c'est aussi un engagement formidable. Il y a des moments dans la vie où on vous fait une proposition, vous n'avez pas le temps d'y réfléchir, vous dites oui, ça vous engage, vous êtes parti dans un truc que vous n'aviez pas prévu, et puis ça va faire quelque chose de très fort. J'aimais bien ce que vous disiez sur le fait qu'il faudrait aujourd'hui savoir croire profondément, croire en quelque chose. Et à la rigueur, c'est aussi un renvoi. On est inquiet de ce que l'on est, soucions-nous de ce que l'on croit. Et puis, ce que l'on est viendra par surcroît, quand on sera capable d'être mu par une conviction profonde. Et c'est vrai que ça, c'est probablement quelque chose qui manque dans notre société, c'est effectivement avoir vraiment quelque chose au fond des tripes, quelque chose qui nous entraîne. Parce que là, Bertrand Vergely, ces 2 livres passionnés, comme vous avez dit Pierre, sont 2 non. Vous dites non à quelque chose et vous dites non à cette société que vous avez très bien décrite. Pierre, dans votre livre, vous dites c'est un petit oui. C'est le oui difficile, le oui fragile. Alors, je pose la question à Bertrand Vergely. Quel est votre oui, Bertrand Vergely? Quel est votre oui? À quoi dites-vous oui? Écoutez, moi je dis oui à la philosophie, je dis oui à cette éducation merveilleuse dans laquelle j'ai grandi, à ce pays que j'adore qui s'appelle la France, je dis oui à l'avenir, je dis oui en tout cas à quelque chose qui est la racine de ma vie, qui est ma relation avec le Christ et la vie spirituelle, et qui m'a appris une chose, c'est que je respecte le chemin de chacun. Je pense que la vie est riche, chacun a des moyens de s'approprier la vie spirituelle, et mes moyens ne sont pas forcément ceux des autres. Mais il y a quelque chose de fondamental. Quand je parle à mes élèves, je leur dis « Qu'est-ce que c'est que la philosophie ?» Regardez le monde avec les yeux de l'extraordinaire et se rendre compte qu'il est inouï d'exister et que dans ce pays, qu'il y a des choses inouïes qui se passent. Quand on passe par là, on peut tout ouvrir. Et à partir de là, il y a toute une extraordinaire richesse qui se met en place. Alors je pense qu'il faut un discours de lucidité, de critique, de fermeté, de rigueur intellectuelle, mais il faut absolument qu'on retrouve notre amour de la vie. Comme disait Henry Moore, le grand sculpteur, aucun artiste n'a créé dans le désespoir. Un artiste, c'est quelqu'un qui aime la vie. Eh bien, je crois, comme Antonin Artaud qui disait, l'important c'est de parler de la vie, de parler de ce qui nous fait vivre et de croire que quelque chose nous fait vivre. Ça, c'est important. Pierre Adrian, au début de votre livre, si je me souviens bien, vous parlez de l'émerveillement. Vous êtes vous-même émerveillé par la nature que vous contemplez. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Bertrand Vergely sur cette nécessité de l'émerveillement, d'admirer cette vie et d'admirer ce que nous avons reçu? On va parler de la France avec vous à l'instant. Oui, bah, après c'est à deux stades de la vie différents, parce qu'on n'a pas vraiment le même âge, mais je pense qu'en effet... Vous voulez dire que Bertrand est très âgé, c'est ça? Non, on a quelques années Je pourrais être son grand-père. Je plaisante. 3-4 ans de différence. Mais non, je pense que oui, il faut avoir un appétit insatiable pour la vie. Et en tout cas, moi, je l'ai par la littérature, et c'est ce que je raconte aussi dans ce livre, cette espèce d'évermeillement, de beauté de la nature, de beauté de ces montagnes, et que aussi, derrière cette beauté, il y a aussi beaucoup de... il y a aussi la tristesse, il y a aussi la souffrance, mais aussi la beauté des gens. Et la beauté des gens, voilà. Erwan Le Moradec, de la beauté. Allez, faites-nous un peu rêver. Vous avez quand même un livre grave, mais il y a des choses qui vous... C'est un livre grave, mais je ne dis pas que non. Je dis oui, je crois, et oui, je veux y croire. Avec un peu de surprise, parce que je ne suis pas certain que je l'aurais dit il y a quelques années. Mais oui, je veux croire que ce que le Christ nous a dit il y a 2000 ans est un chemin actuel. Je crois que c'est quelque chose qui peut nous animer. Et je me mettrais, je pense que je crois que je conclus là-dessus à la suite de Benoît XVI, quand il nous disait les moines ont créé une autre civilisation sans le vouloir, parce qu'ils cherchaient Dieu, ils étaient dans le quaerere deum, et
Et c'est ça, cherchons Dieu, cherchons le bien, le beau, le juste. Et je pense que c'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant et de survivre, entre guillemets. Ça sera le mot de la fin, merci. Merci Bertrand Vergely pour votre passion. Traité de résistance pour le monde qui vient, rigueur et passion, les deux, au Passeur, le Passeur éditeur. Merci Erwan Le Moredec, Identitaire, le mauvais génie du christianisme, au Cerf, un livre dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et merci à vous Pierre Adrian, des âmes simples, Équateur Littérature. Et on vous souhaite le même succès que pour le précédent roman. Merci à tous les trois pour ce débat magnifique, cette soirée absolument à la fois patiente et agréable. Merci également de votre attention. Vous pouvez retrouver l'émission sur Internet, sur les sites de la Procure, du Jour du Seigneur, de KTO. Abusez-en, comme je vous dis à chaque fois, abusez de cette émission, parlez des livres, parlez de l'émission autour de vous. Lisez. Merci en tout cas encore de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous nous retrouvons le mois prochain.